Donc avant de commencer la conférence, je vais vous présenter l'équipe, parce que je ne suis pas tout seul. On est une petite dizaine, garçons et filles. Le plongeur le moins expérimenté chez nous a 15 ans de plongée derrière lui, et le plus expérimenté a plus de 44 ans, 45 ans de plongée derrière lui. Donc c'est une équipe de personnes qui plongent régulièrement toute l'année, été comme hiver, au moins 2 à 3 fois par semaine. Dans notre équipe, il y a des plongeurs amateurs et il y a des plongeurs professionnels. On n'est ni une association, ni une société, on n'est rien et on souhaite le rester le plus longtemps possible. On est des copains qui plongeons ensemble et c'est tout. Mais on s'est aperçu d'une chose, on s'est aperçu que beaucoup de gens n'étaient pas capables d'identifier les espèces qu'ils voyaient couramment lorsqu'ils étaient sous l'eau, même des espèces les plus simples, genre congre, murène, etc. Et donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ça a donné le site DiveExplo, et ce site a donné la conférence que vous allez avoir maintenant. Alors dans l'équipe, vous avez des gens qui filment et des gens qui ne filment pas. Ça se voit, il y en a qui n'ont pas de caméra sur la poitrine. Ceux qui ne filment pas, eh bien, ce sont les rabatteurs, ou rabatteuses en l'occurrence. Parce que quand vous avez le nez collé derrière un hublot de caméra, vous ne voyez pas forcément tout. Donc ceux qui n'ont pas de caméra, ils fouillent pendant que les autres filment. Et quand ils voient quelque chose, ils préviennent. Et hop, on se déplace et comme ça on rentabilise la plongée en termes de temps. Parce que suivant la profondeur, le temps passe très très vite. Et donc du coup, comme on est plusieurs à plonger sur la même plongée et on est plusieurs à filmer, on se retrouve avec pléthore de rush à la sortie. Ce qui permet de faire des choix et de monter des petits films. Alors globalement, bon, sauf météo improbable, on sort une vidéo par semaine. Et pour ne pas prendre trop de temps mémoire aux spectateurs, les vidéos ne font que 2 minutes, 2 minutes 30, pas plus. Et ces vidéos présentent les espèces qu'on a rencontrées au cours de cette plongée. Sauf que, au lieu de se contenter de présenter les espèces dans une jolie vidéo, eh bien, on les présente sur notre site web. Et sur notre site web, ces vidéos deviennent interactives. C'est-à-dire que lorsqu'une espèce passe à l'écran, automatiquement, vous avez le nom de l'espèce en français, pas le nom latin. Le nom français, le nom commun qui apparaît. Et si vous cliquez sur la bestiole qui est à l'écran, vous avez une fiche explicative pour cette bestiole qui fait son apparition et la vidéo se met en pause. Lorsque vous fermez la petite fenêtre avec la fiche explicative, la vidéo reprend. Puis après, pour être sûr que vous avez bien compris, il y a un jeu. En bout de chaque vidéo, il y a un jeu où on vous demande au hasard, cette espèce-là, c'est quoi? Et à vous de choisir, et puis vous avez des points, et vous savez si vous avez retenu ou pas. Voilà, donc c'est de la biologie facile et amusante plutôt que rébarbative. Voilà, c'est notre marque de fabrique. Alors, pour faire tout ça, il faut qu'on ait pas mal de matériel. Donc compresseur, bloc de plongée, oxygène pour le cas où il y ait quelques soucis. Il faut que tout le monde soit capable de faire plusieurs choses. C'est pour ça qu'à peu près tout le monde dans l'équipe a le permis bateau. Donc tout le monde est en capacité de piloter le bateau. Vous avez des gens qui sont doués en mécanique. Eh bien, quand il y a une panne ou quand il y a un problème sur du matériel de plongée, c'est eux qui vont intervenir. Il y en a d'autres, c'est l'informatique. Eh ben, c'est l'informatique. Il y en a d'autres qui vont faire des recherches en archives pour trouver des informations sur telle ou telle espèce. Bref, tout le monde participe à sa mesure, à sa volonté, à faire quelque chose qui fonctionne. Voilà. Alors, en termes de matériel de prise de vue, on est équipé avec du basique de chez Basic. On a des caméras d'action, genre GoPro. On a une caméra à 360 degrés et on a une caméra de cinéma. Point barre. Et avec ça, toutes les images que vous allez voir sont faites à partir de ça. On se définit comme des plongeurs naturalistes. On n'est pas des plongeurs biologistes. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas des scientifiques, on n'y connaît rien. Mais par contre, on sait dire que, tiens, ça c'est tel poisson et ça c'est tel autre poisson. Et puis on s'intéresse, on essaye de comprendre. Puis quand on n'y arrive pas, on pose des questions scientifiques. Il y a quelques scientifiques qui nous aident. Quand on sèche lamentablement, on leur écrit et ils nous répondent gentiment. Voilà.
Donc on est des plongeurs naturalistes, mais un naturaliste c'est n'importe qui, c'est moi, c'est vous, c'est toute personne qui observe la nature, que ce soit sous l'eau ou hors de l'eau. C'est un naturaliste. Il n'y a pas besoin de formation académique pour faire ça. Alors, voilà le plan que je vous propose pour cette conférence. On va voir dans un premier temps comment on passe de la terre à la mer. Je ne sais pas à l'avance si parmi vous, tout le monde est plongeur. J'en sais absolument rien. Donc, du coup, j'ai fait un petit chapitre pour expliquer un peu les rudiments, de manière à ce que vous compreniez un petit peu mieux ce qui se passe réellement sous l'eau. Ensuite, la deuxième partie, on va explorer la colonne d'eau, c'est-à-dire que quand on plonge, forcément, on commence par descendre. Et quand on descend, on traverse plusieurs couches d'eau à la verticale. Et dans chacune de ces couches, il va se passer des choses. Donc, on va faire une descente et on va explorer un peu ce qui se passe pendant cette descente. Puis à un moment donné, forcément, à force de descendre, on touche le fond. Et donc, quand on touche le fond, on se trouve dans un lieu, et ce lieu, il peut être constitué d'un herbier, ça peut être du coralligène, ça peut être une épave, ça peut être du sable, ça peut être plein de choses. Donc, on se baladera sur les différents biotopes que l'on rencontre, nous, le plus fréquemment. Sachant que notre aire de jeu, c'est la presqu'île de Gien, Porquerolles, Porquerolles, le Cap Bénat, la Rade de Hyères. Voilà, ça c'est notre terrain de jeu. Toutes les images que vous verrez sont tournées dans ces zones-là. Après, une fois que nous aurons vu les biotopes, on n'aura plus d'air dans la bouteille, donc il faut remonter. Et là, on parlera un petit peu de ce qui se passe à la remontée. Parce que la remontée, c'est pas neutre pour quelqu'un qui fait de la plongée. Il se passe des choses pendant la remontée. Donc on parlera un peu de ça, et ensuite, ma foi, une fois qu'on aura fait surface avec des images plein les yeux, je répondrai à vos questions. Alors, quand on veut s'immerger, on change de monde, on passe de l'air à l'eau. Et donc, le fait de passer de l'air à l'eau, ça va avoir un impact sur notre vision, sur notre mode de déplacement et sur notre respiration. Il faut absolument savoir gérer ces trois éléments-là si on veut que ça se passe bien. D'accord ? Donc on va commencer par la vision. Vous vous êtes rendu compte que quand vous mettez la tête dans l'eau sans masque, ça se brouille. Donc le but du masque, c'est quoi ? C'est d'intercaler une couche d'air entre l'eau et vos yeux, de manière à ce que vous puissiez à nouveau revoir. Sauf que vous ne voyez pas normalement. Vous ne voyez pas comme je vous vois là actuellement. Il y a un petit changement qui se produit. Déjà, votre champ de vision se réduit. D'où les rabatteurs de tout à l'heure. Parce que quand vous avez un champ de vision qui est réduit à 75% de ses possibilités, ce qui se passe là, par exemple, vous avez beaucoup de mal à le voir. Quand vous avez des plongeurs rabatteurs, eux le voient. Et donc, ils vous appellent. Ensuite, le masque va avoir tendance à rapprocher les bestioles ou tout ce que vous voyez sous l'eau, et il va avoir tendance à les grossir. C'est pour ça qu'en remontant, souvent, les plongeurs débutants disent « Oh, j'ai vu un gros poisson !» En réalité, le poisson, il est gros comme ça. Mais le masque a fait que, ça a donné l'impression que c'était un monstre marin. Donc, vous voyez l'effet que ça peut avoir par rapport à la distance réelle et la taille réelle de la bestiole. Ce que je vous dis pour un poisson, c'est aussi valable pour un organisme qui est fixé. Donc, vos sens sont altérés au niveau de la vision. Mais vous arrivez quand même à y voir. Après, vos sens ils vont être altérés au niveau du déplacement. Parce que même si vous faites un 45 ou un 46 fillette, ça ne suffit pas. Vous pouvez remuer les jambes tant que vous voulez, l'eau est beaucoup plus dense que l'air, donc du coup, vous n'avancez pas. Donc si vous voulez pouvoir vous déplacer, il faut copier les poissons. Les poissons, ils ont résolu le problème d'une manière très simple. Ils ont une nageoire caudale. Cette nageoire sert à la propulsion. Bon, nous, on a fait pareil. On s'est dit, on n'a pas de nageoire, mais on va se mettre au bout des pieds quelque chose qui y ressemble, les palmes, et à partir de là, donc, on va pouvoir se déplacer. Mais c'est totalement indispensable. Si vous n'avez pas une paire de palmes, vous n'allez pas avancer beaucoup, même en apnée, même si vous n'utilisez pas de bouteille. Vous aurez beaucoup de mal à vous déplacer sous l'eau. Donc vos sens sont aussi altérés au niveau du déplacement, parce que même avec des palmes, il y a des fois on n'avance pas, on recule.
On a des endroits dans la rade de Hyères, notamment sur une épave mythique comme le Donator, où des fois, quand le courant se lève, à genoux au fond, avec une bouteille de 25 kg sur le dos, vous reculez. Et là, vous avez beau avoir des palmes, hein, même pas en rêve, hein, vous reculez. Donc ça pâlit un petit peu, mais comme pour la vision tout à l'heure, votre vision, elle est légèrement atteinte, votre mode de déplacement, il va être beaucoup plus laborieux que sur Terre. Ensuite, il faut respirer. Alors là, le monde se divise en deux. D'un côté, ceux qui font de l'apnée, de l'autre côté, ceux qui font de la bouteille. L'apnée, le problème est simple à résoudre, hein. Un tuba, pas trop long, d'un gros diamètre, vous respirez en surface, vous bloquez votre respiration, vous descendez, vous vous baladez, vous remontez, etc. En bouteille, eh bien, il va falloir mettre une bouteille sur le dos. Cette bouteille, c'est un fût en acier, rempli, pas d'oxygène, rempli d'air comprimé. C'est l'air que l'on respire ici dans cette pièce, comprimé à 200 kg par centimètre carré, ou plus. Ça dépend des bouteilles. Mais globalement, on va dire 200 kg par centimètre carré, 200 bars. Donc il est bien évident que quand vous avez dans une bouteille en acier de l'air à 200 kg par centimètre carré, si vous mettez la bouche à la sortie de la bouteille, ça se passe mal pour vos poumons. Donc il faut intercaler entre les 200 kg par centimètre carré en sortie de bouteille et vos petits poumons délicats, il faut intercaler quelque chose. Le quelque chose, c'est le détendeur. Comme son nom l'indique, son rôle, c'est de détendre l'air pour l'amener à la pression ambiante. Pour que, quand vous respirez, vous respirez comme on respire ici, pareil. On ne va pas avoir de l'air en surpression dans la bouche, on va avoir de l'air normal, comme là. Le problème de la bouteille, c'est que ça pèse le poids d'un âne mort. Hein. Je veux dire, un bibouteille, c'est 25 kg sans problème. Donc, suivant le gabarit que vous faites, c'est pas évident. Donc, pareil, on est limité à la contenance de la bouteille en termes de durée. On est limité aussi en termes de poids, hein, parce qu'à un moment donné, on n'arrive plus à se lever du siège, donc on ne peut pas aller sur des bouteilles plus grosses. Mais c'est pas tout. C'est que quand vous allez descendre, la pression de l'eau va augmenter. Globalement, ça augmente d'1 bar tous les 10 mètres. Donc ici, là où on est actuellement, on est à peu près à 1 bar de pression, plus ou moins. Quand on va descendre, tous les 10 mètres, on prend 1 bar de plus sur la tête. Donc à la surface, on est à 1 bar, à 10 mètres, on est à 2 bars, et etc., etc. Et donc, le détendeur, lui, va s'adapter. Rappelez-vous, je vous ai dit, dans la bouteille, c'est 200 kg par centimètre carré. Le détendeur va vous donner de l'air à 2 bars quand vous serez à 10 mètres. Le détendeur va vous donner de l'air à 3 bars quand vous serez à 20 mètres. Et comme à l'extérieur, vous avez 3 bars et que vous ingurgitez de l'air à 3 bars, vous êtes en équipression, donc il n'y a pas de problème. Ça se passe comme ici, là, comme je respire actuellement. D'accord ? Le problème, par contre, qui va se poser, c'est que l'air que vous respirez ici, dedans, il y a de l'oxygène. Mais pas que. Il y a aussi de l'azote. Et là, il y a un gros problème, c'est que l'azote contenu dans l'air, avec la pression, eh bien, il agit sur le système nerveux central. Et donc, plus vous descendez, plus cet azote va se dissoudre dans votre corps, et plus il va agir sur votre système nerveux. Et donc, suivant les gens, suivant la susceptibilité des gens, eh bien, vous allez être atteint de ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. C'est pour ça que j'ai mis un verre. Le vrai terme, c'est narcose. Donc il y a des gens qui, à partir de 30-35 mètres, vont commencer à se sentir un peu drôles. Et puis il y en a d'autres, c'est à partir de 45, 50, 55. Ça dépend d'un individu à l'autre. Ça dépend de l'entraînement, ça dépend de l'habitude, de l'accoutumance. Mais quand vous commencez à plonger, les premières plongées à 40 mètres, on sent qu'on est à 40 mètres. Hein, voilà. Et donc dans le pire des cas, on s'endort, ou on est euphorique, puis on perd toute notion de temps, de profondeur, et puis si le copain qui est avec vous n'intervient pas, vous ne remontez pas. Voilà. Donc, il faut faire attention à ce problème de narcose. Donc, c'est encore une altération de vos sens.